Voici l'histoire d'un manipulateur. Un homme atteint mentalement qui a commis un meurtre sordide sur un garçon de 13 ans. Le 9 août 2000, il est arrêté par la Sûreté du Québec. Vous allez assister à son interrogatoire. Regarde, Mario, le jeune, on l'a retrouvé, puis ça plaît pas à personne de trouver un enfant mort. Là, tu penses que ça me fait plus à moi de tabarnak? Au 21e siècle, les corps policiers sont maintenant équipés de salles d'analyse du comportement, que l'on appelle SAC. Grâce à l'enregistrement et l'analyse des interrogatoires, les enquêteurs, appuyés de psychologues et d'experts en non-verbal, parviennent à déjouer les criminels. Mario Bastien vient tout juste de sortir de prison. Il est en liberté conditionnelle pour agression armée. Il a plusieurs antécédents criminels, dont des actes de pédophilie. Il ne veut pas faire de vagues. Il loue une chambre dans le sous-sol d'une maison de Sorel. Il est de nature taciturne et renfermé. Il n'a pas beaucoup de relations. Il vit selon une routine bien rodée. Un comportement qui correspond à une personne qui a quelque chose à cacher. Puis, t'as aimé ta journée? Ah oui, c'est vraiment fun. Ouais. Mario Bastien a fait la connaissance d'Alexandre Livernoche alors qu'il travaillait avec lui à la cueillette de légumes dans la région de Sorel-Tracy. Le 4 août 2000, jour de la disparition du garçon de 13 ans, des témoins ont aperçu Mario Bastien en sa compagnie en fin d'après-midi. Ce dernier affirme le contraire. Le lendemain de la disparition, Mario Bastien se rend chez la mère d'Alexandre après sa journée de travail. Allô? Salut. Alexandre n'est pas rentré travailler aujourd'hui. Je suis pas rentrée hier soir. J'aurais peut-être pensé à appeler quelqu'un, la police, quelque chose. C'est déjà fait. J'ai besoin d'aide, je peux peut-être vous aider à quelque chose. Mais à quoi? Ben, je sais pas, moi, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas pensé, là. Je suis pas là, penser à ça. Prends. Vas-y. Rentre. Ce qui s'est passé pour l'événement d'hier, j'aimerais ça qu'on reparte du début pour voir les informations qui nous manquent. Mario Bastien est un bon menteur et il adopte la position du gentil. Il cherche à réconforter la mère d'Alexandre, accablée par la disparition de son fils, et reste avec elle pour rencontrer les policiers. On allait travailler. Il s'en allait travailler, OK. Quand il va travailler, il part à pied, on prend l'autobus. On prend l'autobus. Prenez l'autobus. Vous prenez l'autobus avec lui. Moi, il est arrivé à l'autobus vers 8h05, là, dans ce coin-là. Vous prenez l'autobus avec lui parce que vous travaillez avec lui aussi. Moi, je suis déjà dans l'autobus, puis il arrive, il rentre dans l'autobus, puis là, on s'en va au travail. OK. Vous prenez quel autobus? À 62. La personne qui veut convaincre par le mensonge va avoir tendance à donner des détails. Et c'est là qu'on pourra peut-être détecter des contradictions ou des invraisemblances dans son discours. Michel Saint-Yves, psychologue judiciaire. Le menteur, d'ailleurs, qui est bien préparé, aura appris son texte, un peu comme un acteur, hein, et il va répéter son histoire avec les mêmes mots, avec la même syntaxe, de la même façon, à toutes les fois qu'on lui demande de répéter. Ce qui n'est pas normal par rapport à une personne véridique qui aura, dans son histoire, changé des mots, le dire autrement. Elle va raconter, va voir des images, et elle va donc décrire ces images pour raconter l'histoire. Et c'est donc la différence entre aller raconter un événement vécu ou tout simplement relater quelque chose qui a été tout simplement mémorisé.
Quand il est parti hier, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier dans son comportement? Non, il est comme d'habitude. là. Comme d'habitude. C'était comme d'habitude. Bonne humeur, là. Il est tout le temps de bonne humeur. C'est un petit gars qui est tout le temps de bonne humeur. OK. Est-ce que vous avez fait le tour de ses amis pour savoir qu'il n'est pas nulle part? C'est un petit gars qui est bien dans son affaire, là. Tu sais, moi, il m'a pas parlé qu'il s'en allait chez des amis, là. Quand on a passé la journée, c'était normal, il s'en retournait chez eux, puis... C'était normal. Dans sa déposition, le policier de la ville de Sorel note que tout au long de la discussion entre la mère du garçon disparu et lui, Mario Bastien s'interpose. Il entre dans la discussion très souvent et répète les mêmes choses. Il veut attirer l'attention sur lui et revient toujours à un ordre chronologique des événements. La personne la répète toujours de la même manière dans le but d'être consistant parce qu'elle pense que si elle dit toujours la même chose, qu'on va la croire. Parce qu'il sent monter la pression, Mario Bastien se rend de son propre chef à la police afin d'être écarté pour de bon de l'enquête en cours. C'est pendant qu'il est soumis au polygraphe que le corps du garçon est retrouvé sans vie. Il sera mis en état d'arrestation quelques minutes après avoir passé le test. Les éléments de preuve recueillis par les policiers sur la scène de crime et les résultats du test indiquent qu'il est probablement lié à ce meurtre. Il sera interrogé par le lieutenant Roberto Bergeron. Lorsque Mario Bastien est arrêté, il ne réagit pas comme on pourrait s'attendre à ce qu'une personne accusée de meurtre réagisse. Il adopte le comportement d'un tiers non impliqué et ne dégage aucune angoisse particulière. Lorsqu'on a une scène comme celle-là, à quoi s'intéresse-t-on? Est-ce que, à travers sa morphologie, on peut déjà détecter un tempérament qui va se confirmer ou pas? Je m'appelle Jean-Pierre Vérage, j'ai fondé l'analyse morphogestuelle, qui est une méthode d'analyse du comportement observable. Le lymphatique est un tempérament qui a une morphologie massive, appelé par certains un digestif. Il a très rapidement le cou épais, il a le ventre prédominant, mais c'est quelqu'un qui physiquement peut être d'une force importante. Et puis on voit surtout la manière dont il s'est installé, qui nous donne une idée déjà de l'ambiance, de comment il prend la situation. Il se tient naturellement dans une position voûtée, antisociale. Je m'appelle David Givens. Je suis anthropologue. J'étudie le langage non-verbal depuis 30 ans. Son comportement démontre qu'il a une personnalité antisociale. Il se penche d'un côté, il penche la tête et il s'avachit sur sa chaise. L'interroger ne sera pas facile. Il ne sera pas amical, sa posture le prouve. Il montre peu d'émotion et il va être particulièrement résistant à la pression. Lorsque l'interaction de communication avec l'enquêteur va se faire, comment il va s'installer par rapport à lui? Est-ce qu'il va changer de posture? Est-ce qu'il va rester dans la même? Est-ce qu'il va écouter? Est-ce qu'il va s'intéresser? Et puis comment il va aborder les sujets et y répondre? Salut! Me reconnais-tu? On va voir si t'as une bonne mémoire. Incendie de Sorel. Erreur. Ta mémoire fait défaut. Prison de Sorel. Ah! T'es sorti en février? C'est 1 an, j'ai fait 2 mois. C'est le 6e. T'as eu une bonne conduite? Je pensais que ça marchait plus le 6e. La meilleure personne pour me parler de toi, c'est toi, Mario. À l'heure où on se parle, t'es en état d'arrestation. J'ai rien fait. Il n'a pas du tout la moindre contraction frontale, ni de l'espace intersourcilier, donc ni inquiétude, ni anxiété, ni quoi que ce soit. Nous voyons une posture de non-engagement. Il est assis sur son fauteuil, il regarde ailleurs. Il a sa casquette qui montre en fait sa tendance à la non-respect, entre guillemets, institutionnel de la situation. La plupart des gens ont déjà entendu parler de la théorie de réaction d'affrontement ou de fuite. Et elle est en partie vraie. Il y a en fait 3 réactions possibles. Je m'appelle Joe Navarro et je me spécialise dans la communication non verbale.
Il y a d'abord la réaction d'immobilité. On a développé cette réaction en premier parce que les animaux attirés par le mouvement étaient notre principale menace. C'est en s'immobilisant qu'on a appris à déjouer ce réflexe d'orientation. Les grands félins et certains autres animaux ne nous détectaient plus aussi facilement lorsqu'on s'arrêtait. La deuxième réaction possible est celle de la fuite. On l'observe souvent lors d'un interrogatoire quand un individu se recule. Il prend ses distances. Mario Bastien s'est présenté à la police pour passer un test de polygraphe et être écarté de l'enquête pour la disparition d'Alexandre Livernoche. Il a échoué ce test. L'enquêteur, Roberto Bergeron, doit déterminer sur quel fait le suspect lui ment. Depuis le début de l'enquête, as-tu eu des menaces de qui que ce soit? Des menaces de policiers ou de monde de Sorel? Dimanche soir, ma mère est venue sur les lieux, le père avec un bat de baseball. Ça s'adresse-tu à toi? Le père ou quoi, là, d'autres jeunes là-dedans. Un ami. J'ai reçu des menaces. Ça s'adresse-tu à toi? Des menaces de mort. On va te tuer mon esti. On va te couper ça. On va te couper la tête. On va te couper ça. C'est quoi ça? On va te couper le morceau. Elle sait que t'étais avec mon jeune. Elle sait que tu l'as agressé. Il y a 2 voisins qui ont vu ça, qui peuvent le dire sans problème. Nous voyons qu'il revit mentalement la situation. Il est en train de la visualiser. Ce qui fait qu'il y a 2 possibilités d'interprétation lorsque le visage et le regard se baissent. Soit bel et bien, il regarde ce morceau censé être coupé. Soit tout simplement, il est en train de revivre la scène. Notre regard révèle notre façon de traiter l'information. Certaines personnes regardent vers le bas quand elles éprouvent différentes émotions. Et elles regardent vers le haut lorsqu'elles se souviennent d'événements passés. Mais on ne peut pas confirmer qu'un mouvement des yeux en particulier est une preuve de mensonge, parce qu'il n'y a aucun comportement qui est toujours révélateur de mensonge. Si une personne regarde ailleurs quand vous lui parlez, c'est probablement parce qu'elle est détendue. Et c'est une réaction normale. Ton père puis ta mère, les as-tu connus? Mon père, j'ai cassé la gueule. Mon grand-père, c'est mon père. J'ai appris ça à 15 ans. Ta mère, t'as l'a dit à 15 ans? Les autres enfants, sont-ils tous de la même souche? Je ne vais pas porter de jugement, là. Encore une fois, on peut remarquer sa personnalité antisociale. Il ne prend pas la même posture que le policier et il n'imite pas ses gestes. C'est inhabituel. En temps normal, on imite certains gestes de la personne qui nous interroge pour paraître amical. Mais le suspect est affalé. Sa position est complètement différente. Il ne se soucie pas des sentiments du policier. Il montre sa colère. Il ne s'énerve pas à propos du sujet, même s'il s'agit d'un sujet délicat. Il est figé, comme si ça ne le touchait pas. Il a déjà vécu ça et émotionnellement, ça ne le touche plus. Tu es abusé, toi? J'en ai abusé un autre après. Quand tu dis que tu l'as agressé, tu as fait quoi? Parce qu'une agression, là, c'est... Touché. J'ai touché. Puis... touché, puis c'est tout. Un petit gars? Ouais. Quel âge? À peu près le même âge que moi. Que
qu'est-ce que l'on fait quand on observe un visage d'un certain âge? On regarde la manière dont il s'est marqué. Comment les coups de la vie ont été marqués, photographiés, inscrits dans un visage. En cas de stress majeur, un visage va se creuser. Il est vérifié que le stress fait creuser le visage. Et puis on a évidemment autre chose, c'est la déformation faciale due à une mimique dominante. Et on le voit chez Mario, cette mimique permanente de la bouche. La bouche est devenue paresseuse, elle est devenue dubitative. La bouche exprime bien qu'il ne croit plus ce qu'il entend et ce qu'il va dire. Il n'en voit pas l'intérêt. Pour la pédophilie, il y a une grosse partie de honte et honnêtement, c'est vraiment pas évident parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de pédophiles qui ont été abusés eux-mêmes durant leur propre enfance. C'est rare qu'on va avoir des pédophiles qui ont eu une enfance heureuse et joyeuse et équilibrée. Je m'appelle Christian Joyal, je suis professeur de neuropsychologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières et chercheur à l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Il y a des pédophiles qui sont exclusivement attirés par des enfants, il y en a d'autres qui sont attirés par des adultes et des enfants. Il y a des pédophiles qui sont attirés par des enfants prépubères, d'autres post-pubères. Les pédophiles sont très gentils avec les enfants. Ils en prennent soin pendant des mois, puis ils attaquent. Ils deviennent souvent amis de la famille de l'enfant pour s'en attirer la faveur. Avec les gens qui ne sont d'aucun intérêt pour eux, ils agissent de manière antisociale. Ils ne se soucient pas de leurs sentiments ou de l'opinion qu'ils ont d'eux. Ils sont blasés. Quand tu dis que tu as été agressé, par qui? De quelle façon? Éducateur. De toute façon... Les éducateurs. Un centre d'accueil pour jeunes, là. On est agressé à la gang. Ils soupirent profondément, ce qui est un signe de tristesse. Les éducateurs. Il est triste d'avoir vécu une telle chose. C'est pour cette raison qu'il soupire profondément. Il a peu de contact visuel avec l'enquêteur, ce qui démontre qu'il ne veut pas être là. Il ne donne aucune information, à moins d'y être contraint. Il a toujours une position asymétrique et antisociale. Il ne fait rien pour améliorer son rapport avec le policier. Mario Bastien continue de nier toute implication dans le viol et le meurtre d'Alexandre Livernoche. Après plus de 2 heures d'interrogatoire, Roberto Bergeron a réussi à créer une relation authentique avec Mario Bastien. Il est prouvé dans les cas de crimes sexuels qu'on n'a plus de chance d'obtenir une confession si une relation de confiance existe. Relativement à l'affaire Livernoche, là, y a-t-il une raison pour laquelle quelqu'un nous dirait que c'est toi qui as fait ça? Comment déjouer un bon menteur? D'abord, en posant des questions ouvertes, des questions neutres. Cela rend le mensonge plus difficile, parce que la personne aura donc à élaborer une réponse. Relativement à l'affaire Livernoche, y a-t-il une raison pour laquelle quelqu'un nous dirait que c'est toi qui as fait ça? Ils veulent trouver un coupable tout de suite. C'est la raison pour ça. Es-tu au courant qu'il y a un service de police des empreintes digitales? Ouais. Test d'urine aussi. La deuxième chose serait de poser des questions inattendues. Le menteur qui se prépare à mentir va anticiper les questions qui vont lui être posées. Et il va donc préparer ses réponses. Alors, si on a des questions inattendues, on a plus de chances d'avoir des réactions authentiques, aussi bien dans son non-verbal que dans son discours. On va aussi faire des silences après les questions et après la réponse aussi, pour laisser le temps à l'anxiété d'apparaître. Et elle pourrait aussi, à ce moment-là, trahir les réponses ou les réactions de l'interviewé. Il faut faire répéter, faire clarifier les choses. Parce que c'est très difficile de construire un mensonge et d'être consistant.
Alors, dès qu'on fouille, qu'on demande de répéter même une version des faits, ça peut devenir très exigeant. Sur quelle chose tu penses qu'on pourrait prendre les empreintes? Sur tout. Comme ça, là, ils peuvent prendre la salive là-dessus pour faire des analyses, là. Ton sang, ton sperme. Mon sperme, ça va être dur, j'éjacule pas. Quand on parle de question d'apport, c'est une question d'observation tout simplement, qui est faite durant l'interrogatoire, où l'enquêteur va amener un élément de l'enquête pour voir comment la personne va réagir, tout simplement. Et puis, ça peut être un élément réel ou un élément hypothétique. Il faut dire qu'au Canada, on n'a pas le droit d'inventer des éléments de preuve. Donc, l'enquêteur ne pourrait pas dire « quelqu'un vous a vu » si ce n'est pas vrai. L'enquêteur va amener des éléments de l'enquête juste pour tenter le terrain, pour voir comment la personne va réagir. Et sa réponse ou sa réaction permettra à l'enquêteur de savoir s'il peut aller plus loin dans les éléments de la preuve. Ils peuvent prendre ta salive là puis l'analyser là-dessus, là. Ton sang, ton sperme. Nous avons la certitude que cette question APA vient de fonctionner. Le point qui se sait, on appelle ça un ancrage gestuel et on peut dire que donc la question est réussie et que l'enquêteur maintenant a la certitude que ça y est, le sujet va pouvoir être lancé. Il devient plus agressif au moment où l'enquêteur parle de sperme sur la victime. Il serre le poing gauche. La main gauche est contrôlée par le côté droit du cerveau. Et c'est ce côté qui gère les émotions. Il devient émotif. Et la colère le gagne. On peut voir qu'il fait une moue. Ses lèvres sont tournées vers le bas. Il se mesure à l'enquêteur avec un contact visuel. Au départ, il ne le regardait pas, puis sous le coup de la colère, il serre le poing et a soudainement un regard menaçant. Ton sang, ton sperme. Nos réactions peuvent être semblables à celles des chiens. Quand ils se sentent menacés, ils rentrent la queue entre les pattes et baissent les oreilles. On fait la même chose, mais avec les mains. Lorsqu'on est confiant, on prend de l'espace. Et lorsqu'on se sent menacé ou lorsque quelque chose nous tracasse, on serre le poing. Parfois, certaines personnes cachent leur pouce sous leurs doigts parce qu'elles se sentent menacées. Bien sûr, quand on est excité, nos mains s'ouvrent et nos pouces se lèvent. Certains orateurs font ce geste avec leurs pouces pour mettre l'accent sur certains détails. Mais quand ils parlent d'une chose négative, ils les redescendent. Notre corps fait ces gestes de manière inconsciente. As-tu des érections? Ouais, ils sont pas super durs, là. Déjà été examiné? Blocage quand j'étais jeune. Sa peau. Penses-tu que les empreintes pourraient se retrouver sur ta peau? Il y a des techniques qui permettent de prélever les empreintes sur la peau, sur les corps. Ça pourrait arriver que sur le corps d'Alexandre, on retrouve tes empreintes? Non. Le mensonge crée de l'anxiété, généralement, chez monsieur, madame, tout le monde. Par contre, on peut s'exercer même à mentir. Donc, des gens qui, dans leur vie, ont eu plusieurs occasions de mentir parce que se sont souvent mis dans des situations embarrassantes, ils ont souvent eu des démêlés avec la justice, ils ont souvent été dans des contextes où ils ont menti ou dû mentir. Et cette anxiété-là, les gens peuvent apprivoiser donc cette anxiété, développer des stratégies pour dissimuler cette anxiété, au moins la ressentir même. Et ça, il y a des études récentes qui démontrent qu'on peut s'habituer donc à mentir. Et une personne qui se répétera constamment le mensonge aura plus de chances d'être crédible lorsqu'elle le verbalisera parce qu'il y aura moins d'indicateurs d'anxiété présents. Donc, les gens qui sont dans des contextes semblables, des contextes criminels, où quotidiennement ils vivent dans le mensonge, bien entendu, développent ces stratégies et développent cette aisance aussi à mentir. Le crime qui a été commis
On a trouvé le corps d'Alexandre aujourd'hui. Ce genre de crime-là, c'est un enfant. Quel genre de personne ferait ça? Faudrait que tu sois assez dérangé, merci. Il y a un mythe selon lequel serrer le poing serait un signe annonciateur de violence. Et la personne qui le fait aurait envie de frapper quelqu'un. Mais en fait, c'est un geste que l'on associe au bouleversement émotionnel. Lorsque certaines personnes sont stressées et qu'elles parlent de quelque chose qui les angoisse ou qui les met à l'épreuve, elles serrent le poing. Ce n'est pas nécessairement parce qu'elles veulent se battre, mais parce que leur cerveau limbique, responsable des réflexes, leur dit de se préparer et d'éviter de trop s'exposer. Il fait ramener les pouces et les doigts pour éviter de se blesser si elle doit s'enfuir. Est-ce que c'est encore loin? Non, pas trop loin par là. OK. Dans le dossier de preuve, on fait état d'un corps d'enfant violé et roué de coups, sur lequel ont été retrouvées des traces d'ADN. L'enquêteur Bergeron touche un point sensible. Il questionne Bastien sur de possibles empreintes digitales laissées sur le corps de la victime. Malgré son aptitude à mentir, Mario Bastien manifeste des signes d'agitation lorsque l'enquêteur lui pose des questions à pas, en lien avec les empreintes digitales retrouvées sur le corps d'Alexandre Livernoche. L'enquêteur quittera la salle pour plus de 2 heures. Question de faire monter la tension. Regarde, Mario, le jeune, on l'a retrouvé. Ça plaît pas à personne de trouver un enfant mort. Parce que tu penses que ça me fait plus à moi de tabarnak? Voyons donc! Qui c'est qui t'a amené là, Mario? C'est pas la première fois que t'amènes un jeune chez vous. Là, il y a quelque chose qui a dégénéré. J'ai jamais touché un enfant à tabarnak. Tu viendras pas dire si boire que j'y ai touché. Non, tu m'as dit toi-même que t'avais déjà touché à des enfants. Mais oui, j'avais quel âge, tu penses? Hein? Réveille, tabarnak! Ça que prend après moi, ça donne rien, là. J'avais quel âge, esti? Réveille, esti, là! Ça m'impressionne pas, Mario. Ça m'impressionne pas que tu sacs après moi. Là, t'exagères en esti, là. Non. Non, tu sais, t'as un problème. Hey! T'as un problème sexuel. Non! La colère du suspect est de plus en plus grande. On le remarque d'abord grâce à sa position. Il s'éloigne du policier de manière brusque. Certaines personnes apaisent leur colère de cette manière. On voit aussi que la partie arrondie du haut de son oreille est rouge. Son oreille s'est gorgée de sang et le sang montera ensuite à son visage et il sera rouge de colère. Mais ce n'est pas encore le cas. Ça fait 6 mois de temps, Sorel, que tout le monde s'amuse à dire n'importe quoi, puis j'ai jamais rien fait. Pourquoi j'aurais fait de quoi, là? Ce qui est dangereux puis ce qui m'inquiète, c'est que t'as aucun remords, Mario, de ce jeune-là. Pourquoi j'aurais des remords? J'ai rien fait! T'en as fait pas mal. Avec les indices qu'on récupère à faire la perquisition chez vous, puis les indices des témoins qu'on rencontre, ça crée des divergences. C'est ça, là. Vous avez fait une perquisition chez nous. Ouais. On a un mandat, puis on a fait une perquisition. Pour trouver des indices, puis peut-être des empreintes digitales. Les coins de sa bouche pointent vers le bas, parce qu'il contracte le muscle triangulaire des lèvres sans même s'en rendre compte. Le muscle se contracte sous l'effet de la colère, puis il se relâche. Il s'agit d'une micro-expression de colère. Ses gestes sont bilatéraux. Il lève ses 2 paumes vers le haut. Il bouge ses mains de manière saccadée en direction du policier, comme pour le menacer. Qui c'est qui t'a amené là, Mario? C'est pas la première fois que t'amènes un jeune chez vous. Là, il y a quelque chose qui a dégénéré. J'ai jamais touché un enfant à tabarnak. Tu viendras pas dire si boire que j'y ai touché. Là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, Mario est bel et bien touché. Donc, sous le coup de la question et de la pression de l'enquêteur, il est brusquement dans une fureur qui l'amène à devenir menaçant et à intimider l'enquêteur avec le doigt pointé vers lui pour lui intimer de s'arrêter et de se taire. Il est dans ce qu'on appelle une communication meurtrière où la voix monte pour empêcher l'autre de parler, pour le couvrir de la voix. Il y a la réaction d'immobilité, la réaction de fuite et la réaction d'affrontement. Au cours de son évolution, l'humain a développé différentes stratégies d'affrontement.
Il peut se disputer, mentir ou pointer une autre personne du doigt pour lui faire porter le blâme. Quand une personne ment, elle renvoie parfois le mensonge à l'interlocuteur et se choque qu'on lui pose cette question. La théorie veut que si l'on est assez agressif, on peut convaincre notre interlocuteur d'arrêter de nous questionner. C'est une menace qui sous-entend « N'insiste pas et ne me pose plus de questions, je n'ai rien fait. Je suis en colère, ne t'approche pas. » C'est une preuve de culpabilité. T'avais-tu l'intention de le tuer à partir du champ de cocon ou une fois chez toi que là, ça s'est passé? Là? Ça va venir. Un heure que je t'ai compté tantôt, Mario. Pas facile. Quand on vient. Vas-y, Mario, je t'écoute. Pas besoin de te cacher de visage. Il n'y a absolument pas de crainte à te regarder. T'as pas besoin de te cacher sur tout. Est-ce que tu désirais son fils plus qu'un autre? Un hasard? Plus naïf qu'un autre? Pourquoi c'est son fils à elle? Pourquoi Alexandre Livernoche? Vas-y, Mario. Je t'écoute. T'as pas besoin de te cacher le visage. J'ai absolument aucune crainte à te regarder. Faut que tu fasses face à la musique, Mario. Qui c'est qui a poussé Mario Bastien jusque-là? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Je t'écoute, Mario. Tu peux broyer, là, on va prendre le temps. Le suspect agit différemment. Il se coupe du monde. C'est une chose que font souvent les humains et certains animaux. Notre visage et notre regard ne sont pas dans la direction de notre interlocuteur, et on le voit clairement avec ce suspect. Puis, il s'isole encore plus en couvrant son visage de ses deux mains. Lorsque son visage est couvert, on peut voir que son menton tremble. C'est un mouvement causé par le muscle de la houppe du menton. On voit ce mouvement souvent avant qu'une personne se mette à pleurer. Il a ensuite serré ses poings sous les yeux sans regarder le policier. Il est troublé et il se réconforte en se touchant le visage avec les jointures. Il fait de l'autostimulation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est mort dans tes mains? T'as pas besoin de te cacher. T'es pas le premier que je vois faire ça. Moi, j'ai pour principe qu'il y a quelqu'un qui pleure, c'est quelqu'un qui a des remords. Il est sur le point de s'effondrer, mais on ne le voit pas bien parce qu'il couvre son visage. L'enquêteur a compris que c'était le moment idéal pour établir un bon rapport avec le suspect. Il lui a mis la main sur l'épaule. Alors là, nous assistons à ce que nous appelons en tauromachie l'estocade. Ça veut dire que l'enquêteur va tenter maintenant, par ce qu'on appelle une pression compassionnelle de la main, à obtenir l'aveu. Les taux de confession qu'on retrouve dans la littérature depuis environ une quarantaine d'années n'ont pas vraiment changé.
même si les pratiques ont changé. On parle des taux de confession relativement stables autour de 50 %. Ça varie entre 40 et 60 selon les études, selon bien sûr les types de crimes qui ont été aussi pour lesquels on a recueilli ces données. C'est certain que il y a beaucoup moins de confessions dans des crimes plus graves, notamment les crimes sexuels, qui sont des crimes dits honteux, plus difficiles à avouer à soi-même et bien sûr, aux policiers. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'une personne qui n'a pas confessé son crime, dans le 50 % de ces gens qui ne seront pas accusés ou condamnés, parce que bien souvent, l'enquête criminelle permet d'avoir des faits, des éléments d'enquête. Donc, l'aveu n'est pas toujours nécessaire pour pouvoir accuser une personne. Qu'est-ce que tu lui as dit pour aller venir jusque-là? Qu'est-ce que tu as offert? Une bière? Une cigarette? Du travail. Après plus de 4 heures d'interrogatoire, l'étau se resserre de plus en plus sur Mario Bastien. La perquisition faite chez lui confirme son implication dans le crime. L'enquêteur le confronte avec beaucoup de doigté. Il maintient la pression pour obtenir une confession. Ils vont faire l'autopsie demain. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre à trouver, là? Du sperme sur lui? Tu dis qu'il t'éjacule pas. Un corps mutilé? Roué de coups? Il a souffert. Il a souffert. Les pédophiles de type agressif, habituellement, il y en a deux types. Là. C'est ceux qui prennent plaisir à l'agressivité. Dans ce cas-ci, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et les autres, c'est ceux qui sont agressifs en réaction. Souvent, c'est des gens qui sont frustrés, qui ont connu une émotion négative, très négative de rejet. Et là, ils deviennent agressifs face à quelqu'un qui est vulnérable, évidemment, un enfant. Puis, il y a des pédophiles qui sont hautement intelligents, qui ont beaucoup de capacités cognitives et sociales. Puis, il y a d'autres pédophiles, c'est exactement l'inverse. Ils sont plus déficients, ils ont plus de troubles d'adaptation sociale. Dans ce cas-ci, on parle de quelqu'un qui était limité intellectuellement, pour ne pas dire qu'il y avait une déficience intellectuelle, ce qui fait partie d'un sous-groupe qui, habituellement, ne sont pas meurtriers dans le sens où on l'entend dans les journaux en général. Dans ce cas-ci, il y a eu un meurtre qui s'est commis, mais habituellement, ça fait pas partie du plaisir comme de la personne qui va être sadique puis qui a planifié d'avance de commettre un meurtre. Les pédophiles ne sont pas tous des meurtriers sexuels. Au contraire, c'est une minorité. Pourquoi l'avoir tué, Mario? Parce qu'il voulait parler? Parce qu'il voulait pas faire ce que tu lui demandais? Il voulait pas faire ce que tu lui demandais. D'avoir une relation sexuelle avec lui. Qu'est-ce que tu lui demandais, Mario? Qu'est-ce qui s'est passé, simplement? Conte-moi ce qui est arrivé. Permets-moi de comprendre. Le suspect montre plusieurs signes de soumission. Il pleure, son visage est rouge et il bouge sa tête de gauche à droite. C'est une réaction émotive normale qui est observée dans plusieurs cultures. On bouge notre tête de gauche à droite parce qu'on contracte le muscle sternocléido-mastoïdien, un muscle pair du cou, qui se rend jusqu'à la clavicule. Il répond aux émotions et il est lié à des nerfs du système autonome. Quand on est émotif, on bouge notre tête comme ça. Il y a des gestes qui ne peuvent pas être compris ni interprétés si on ne les associe pas à d'autres gestes. Le haussement d'épaule en fait partie.
Dans beaucoup de cas, on pense que le haussement d'épaule veut dire « je m'en fiche ». Le haussement d'épaule peut avoir plusieurs significations dans ce cas-là. Soit il est « qu'est-ce que j'y peux ?» ou alors il est associé à un soupir du genre le poids est trop lourd ». Ou alors, dernière chose, surtout associé à des noms répétés précédents, d'ailleurs des noms subtils. On a là « vous n'y êtes pas », c'est pas ça. Comme s'il essayait de se débarrasser de la charge de ce qu'on lui met sur les épaules. Il hausse les épaules en signe de soumission. C'est étonnant pour un homme de sa taille. Les muscles de ses lèvres forment une grimace quand il pleure. Ces détails sont des indices fiables de culpabilité. Puis, comment t'as aimé ta journée? Ah, ma journée était vraiment le fun. Ouais, t'as aimé ça? Ouais. T'as aimé ça? T'as pu faire un petit peu d'argent? Ouais, quand même assez. Qu'est-ce que tu lui as dit pour l'amener jusque-là? Qu'est-ce que tu as offert? Une bière? Une cigarette? Un Pepsi? Du travail. Du travail? T'allais me montrer une place où t'avais du travail à y offrir? Si je t'ai trouvé d'autres choses à faire, t'aimerais-tu ça pour faire un petit peu plus d'argent? Ah oui, c'est sûr. Ah oui? Ah oui. Puis tu pourrais commencer bientôt? Ouais, n'importe quand. Là, tu pourrais commencer là? Ouais. J'ai peut-être quelque chose pour toi, drette là. Ah, OK. OK, on y va. Toi, tu l'as amené chez vous en lui disant que t'avais du travail, une job à lui montrer. Là, tu l'as amené dans la cour de chez Trioxyde. Là où il y a des vannes de stationner, là. Qu'est-ce que tu voulais qu'il se passe dans cette vanne-là? J'avais pas l'intention de rien faire, à ce moment-là. Ça m'est venu. Au début, tu voulais rien faire. C'est parti sur un coup de tête, mon affaire. Ah ouais, viens-t'en! Arrête! Non, arrête! Viens-t'en! Ah ouais! Hey! Ah ouais, viens-t'en! Tu veux pas que je fasse mal à ton petit cou? Ah ouais! Avance! Ah ouais! Hey! Ah ouais! Ouais! Mets-toi à genoux! Pourquoi? À genoux! Ah ouais! Combien de coups tu lui as donné? 4, je pense. 5. J'ai vu qu'il respirait encore, mais j'ai encore donné des coups dessus. Des coups de... De genoux. Tu sautais dessus à coups de genou. J'ai sauté à peu près sur tout le corps, là. Tu mettais ton poids dessus. C'est ça. Je pense que j'ai donné 2 bons coups de pied, puis il est parti. C'est tout. Dans le cas de Mario Bastien, c'est vraiment une perte de contrôle plus violente, évidemment, là, et non pas une perte de contrôle de passage à l'acte sexuel comme tel. Il y a plusieurs pédophiles qui ont une perte de contrôle, mais il y en a quand même beaucoup qui se contrôlent, parce que la pédophilie, ça ne se guérit pas. C'est toute une question de contrôle. À un moment donné, je voyais le sang couler encore, puis envoyer de la terre. Je voyais noir, je voyais noir, je voyais noir. Et à un moment donné, j'ai voulu changer d'idée, mais il était trop tard. T'as voulu changer d'idée après 3 coups de couteau, après avoir donné des coups de genou. Mais c'était déjà fait, esti. Il était déjà à moitié étouffé. Il y avait du sable dans la bouche partout. Il grelottait déjà. Pour les pédophiles, le jugement de la société est plus grave que celui de la justice. Mario Bastien était le Quasimodo de Sorel. Il a probablement tué Alexandre pour éviter les conséquences de ses gestes ignobles sur un enfant, pour cacher ses traces.
Il existe déjà plusieurs méthodes, Dieu merci, de traitement. Et puis, je dirais que la récidive, c'est quand même... c'est pas une majorité, contrairement à ce qu'on pense, c'est environ 25 % des gens. Mais les méthodes actuelles sont loin d'être parfaites, bien entendu. C'est beaucoup basé sur la thérapie cognitivo-comportementale et sur le contrôle, justement, des impulsions. L'enquêteur Roberto Bergeron a obtenu de Mario Bastien la confession du viol et du meurtre d'Alexandre Livernoche. C'est par un interrogatoire de plus de 7 heures, axé sur l'écoute et l'observation, que l'enquêteur a déjoué ce bon menteur. Le 14 juin 2001, il sera reconnu coupable de meurtre prémédité, la plus lourde sentence en droit pénal.